Salut à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à une belle aventure qui commence, celle de Quito de Pavón qui reprend la mer pour la route du Rhum. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et pour en parler, il y a le docteur Kahn, comme d'habitude. Je vais jeter l'encre. Parce que pour aller faire la route du Rhum, il faut être un peu malade. Il faut être un peu... Oui, de toute façon, c'est quelqu'un qu'on suit de très près, on le soigne année après année, et là, c'est pas guéri. C'est un cas intéressant quand même. T'es pas guéri pour la science. T'es pas guéri? Ah, pas du tout. Ah non, c'est de pire en pire même. Je pense que ça va s'aggraver. On va remettre un peu les choses dans l'histoire. Nous, on vous connaît depuis longtemps, notamment avec l'aventure avec Groupe Belle qui s'est arrêtée il y a quelques mois. Et vous n'aviez pas, vous, envie d'arrêter la voile, donc vous avez pris le problème à bras-le-corps. Et puis vous avez remonté quelque chose, une structure, vous avez cherché des partenaires. Pour trouver ces partenaires, vous avez monté, on va dire, un club qui s'appelle Made in Midi et qui est censé regrouper des entreprises de la région pour soutenir votre... Voilà, exactement. On s'est mis avec toute mon équipe, on avait un peu réfléchi. Donc c'est vrai que quand on a un métier extraordinaire comme le mien, qui est de faire de la course au large et de sillonner la planète, on n'a pas envie que ça s'arrête comme ça. Il se trouve qu'on est rare sportif à pouvoir durer aussi longtemps. Si je faisais du foot, j'aurais été à la retraite il y a déjà plus de 30 ans. Donc, tant que ton maintien. Voilà, donc je me suis mis au boulot. On a essayé de monter un truc qui s'appelle Made in Midi, qui est censé donc regrouper finalement tous les talents et finalement toutes les petites entreprises et les grandes qui développent des tas de choses très intéressantes dans notre région. Et j'avoue que ce parcours-là est particulièrement riche en relations, en rencontres. Et tous nos partenaires, donc aujourd'hui, vont vivre la route du Rhum avec moi à côté de Bastide, Médical et le groupe HBF. Et oui, parce que très fier. Tout le travail que vous avez mené, d'abord vous a conduit à participer, entre autres avec... Gwen Schbick, à la Solitaire du Figaro, lui il a participé à ça avec un autre bateau. Oui. Et puis vous cherchiez absolument à trouver les partenaires nécessaires pour disputer une course qui vous tient à cœur. Oui, voilà. C'est la route du Rhum. Et jeudi, c'était le grand moment parce que vous êtes arrivé au bout du projet. Oui. Le bateau va bien prendre le départ de la route du Rhum. Oui, alors ce que je disais, c'est que effectivement les astres ont l'air de s'être alignés du bon côté depuis cette année. C'est vrai que trouver des partenaires aujourd'hui avec les conditions économiques qu'on connaît, l'espèce de sinistrose qui s'est installée dans le pays, ça paraît compliqué. Et c'est vrai que j'ai trouvé en quelques semaines des partenaires très enthousiastes qui vont me permettre de faire cette route du Rhum dont je rêve depuis que je suis gamin. C'est une belle aventure qui commence et probablement, en tout cas j'espère, qui nous amènera un peu plus loin. Et gamin à Saint-Pardou-la-Rivière. À Saint-Pardou-la-Rivière. Alors c'est vrai qu'à Saint-Pardou-la-Rivière, j'ai quitté Saint-Pardou, j'avais avoir 11 ans et je ne pensais pas encore à la route du Rhum. Elle n'existait d'ailleurs pas donc, à l'époque. Mais c'est vrai que c'est une course qui m'a beaucoup attiré quand j'étais... Pourquoi celle-là? Solitaire, parce que c'est un concours de circonstances. C'était la première édition a eu lieu en 78, j'avais 17 ans à l'époque. Et évidemment, quand on a 17 ans, quand on voit ces images-là qui étaient formidables à cette époque-là, en plus avec une arrivée mythique d'un petit trimaran jaune qui double sur la ligne d'arrivée un grand monocoque de 22 mètres, c'était assez incroyable. Et j'ai ces images en tête et j'ai toujours rêvé de faire cette course. Il a fallu que je sois patient parce que la première que j'ai faite, la route du Rhum, c'était en 2010, donc voilà, 78. C'est vrai que Quito n'est pas originaire du Gros du Roi, mais malgré tout, Robert Crost, le nouveau maire de la ville, lui se souvient très bien vous avoir vu naviguer petit. On l'écoute. Quito de Pavón, vous savez, à l'âge de 10 ans, il a appris la voile ici, au Gros du Roi, Port Camargue. Donc moi, j'ai trouvé que c'était naturel que ce port de plaisance extraordinaire qui est Port Camargue, ça soit la maison de Quito de Pavón. Et donc j'ai souhaité le garder ici. C'est le skipper du Gros du Roi Port Camargue. Donc on a établi une convention. On lui a donc donné la possibilité de rester avec un local et un ponton. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'il part une nouvelle fois traverser les océans. Route du Rhum, et puis il y a une aventure gardoise
le Gros du Roi Port-Camargue, et puis vous avez vu ses sponsors principaux, que ce soit Otio, il y a un attachement ici à Port-Camargue, que ce soit Bastide Médical bien sûr, à Nîmes, et Little Marcel qui est voilà, la vareuse de Marin, vous savez, la vareuse rayée de Marin, c'est une entreprise locale et on est très fiers. Je suis médecin et je me suis installé ici à Port-Camargue il y a plus de 30 ans. Gilbert de Pavan était médecin ici au Gros du Roi, le papa de Quito. Donc moi j'aime bien les histoires qui se racontent comme ça au fil du temps par des liens et des relations humaines. Et Quito de Pavan, c'est ça. C'est un marin de très très haut niveau, qui est de renom, mais c'est quelqu'un qui raconte une histoire, c'est quelqu'un qui est très apprécié par rapport à sa personnalité. Il est très estimé et c'est encore une raison de plus de vouloir faire un bout de chemin avec lui. Il nous fait rêver. Vous faites rêver Port-Camargue? Oh ben, oui. Je sais pas si je fais rêver, mais je sais que j'ai des fans un peu partout, pas qu'à Port-Camargue. Partout où je passe, il y a des gens qui aiment bien mon parcours. C'est le port d'attache quand même. Ouais, moi je suis très fier. Moi je suis très fier de ce que j'ai fait jusqu'à présent, et puis j'aimerais tout simplement continuer à raconter des histoires que les gens apprécient, bien sûr. Tu vas le faire en Little Marcel Absolument. Alors peut-être il y aura peut-être pas tout en Little Marcel parce qu'ils font pas encore des vêtements techniques, hein, les cirés, qui ne s'appellent plus les cirés, mais voilà. Mais peut-être que ça viendra d'ailleurs. Mais pas en Marcel. Non, pas en Marcel. Peut-être à l'arrivée quand même. C'est beaucoup plus adapté à l'arrivée en Guadeloupe. Il y a une histoire avec le Gros du Roi quand même qui se construit petit à petit. Petit à petit, bon, ça fait longtemps, parce que moi effectivement je suis né en Dordogne, mais je suis arrivé donc au Gros du Roi, j'avais 11 ans. J'en ai 53 aujourd'hui et j'ai passé donc toutes ces décennies à Port-Camargue, de près ou de loin. J'y ai habité, j'y travaille depuis 40 ans. J'étais à la plage, voilà, à Espiguette, voilà, et puis j'ai toujours eu une attache à Port-Camargue. Je connais tout le monde là-bas, j'ai mes copains pêcheurs au Gros du Roi avec lesquels j'ai fait le défi des ports de pêche. Et François, qui en garde un souvenir ému d'ailleurs. Et madame qui n'est pas du Gros du Roi, mais qui connaît aussi bien, puisque c'est elle qui bossait à la plage ces derniers temps, parce que j'étais plutôt en mer. Voilà. Donc oui, il y a une vraie histoire au Gros du Roi, et puis on essaye de la pérenniser tout simplement, parce que c'est très naturel. Et alors, il y a quelques jours au Gros du Roi, justement, vous avez présenté votre nouveau bateau, parce que pour courir la route du Rhum, on ne peut pas courir avec un Figaro. Il fallait le baptiser. Et pour le baptiser, vous n'avez pas fait appel à n'importe qui, puisque c'est Charlotte Consorti, qui est triple championne du monde de vitesse en kitesurf, qui a cassé une bouteille de rhum sur votre bateut. Du rhum de Guadeloupe, évidemment, qui avait déjà fait le voyage dans l'autre sens, d'ailleurs, forcément. Et oui, donc Charlotte, moi j'avais beaucoup de plaisir à lui demander d'être la marraine du bateau, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est très talentueuse et que finalement peu de monde connaît le parcours. Et ça me faisait vraiment plaisir de mettre un petit coup de projecteur sur ses performances. C'est quelqu'un de très cool, jeune, jolie et très performante, qui fait quelque chose d'incroyable. Tu l'as laissé monter avec les talons sur le bateau, là, ça. Oui, mais bon, le bateau est solide. C'était day off ce jour-là, on avait le droit. Mais ce que je vous propose justement, c'est de l'écouter. C'est vrai que c'est un truc qu'on fait pas tous les jours. Non, c'est la première fois et franchement, j'étais surtout ce bateau-là en plus. Ouais, ça c'est pas n'importe quel bateau. Pourquoi pour vous c'est pas n'importe quel bateau? C'est pas n'importe quel bateau parce que c'est le bateau de Quito et moi Quito ça fait des années que j'admire ce qu'il fait et voilà, on est au même endroit donc c'est beaucoup d'admiration. Vous vous croisez souvent sur l'eau? Ben oui, on se croise souvent, mais on se voit pas. Lui, il est dans son bateau et c'est vrai que moi, je reste au bord, donc je le vois de loin. Et ça faisait longtemps que je le voyais passer. Souvent, quand il rentre au port, moi, je suis à Plage Sud, juste à côté. Donc voilà, et c'est dingue parce qu'au final, on s'est croisés à Paris. Donc voilà, c'est la première fois que je le voyais. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette idée de course au large en solitaire, la route du Rhum? Ça évoque des choses pour vous? Ouais, mais moi c'est quelque chose, pour moi c'est un héros de faire ça. Je suis pleine d'admiration et c'est le rêve comme tout le monde. Et c'est quelque chose qui me tente en plus de faire des traversées en kite, mais pour l'instant ça me fait peur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ça rejoint un peu notre sport en fait. Il y a un côté extrême dans ce qu'il fait. C'est vrai que le kite c'est un sport extrême et je trouve que la voile aussi, c'est ça qui nous rejoint, cette adrénaline et finalement c'est beaucoup de risques aussi. Donc
Sport extrême, c'est un sport extrême ce que vous faites? Vu de l'extérieur, oui. De l'intérieur, peut-être moins, mais tout simplement parce qu'on prend le temps d'essayer de maîtriser un petit peu tous les éléments qui composent une route du Rhum. C'est compliqué. Il faut un bateau, un bon bateau. Il y a beaucoup de choses dans un bateau. Et puis il y a la mer qui est de plus en plus visible quand même, parce qu'il y a beaucoup de progrès dans la météo et puis dans toute la technologie qui nous permet finalement d'avoir plein d'informations. Ça reste. Classe 40, c'est quoi alors pour nous qui sommes néophytes? Classe 40, en fait, c'est la taille du bateau, le 40 pieds, donc c'est la taille du bateau. Alors c'est vrai que sur la route du Rhum, il y a tous les bateaux qui sont accueillis. Donc il y a des grands multicoques. Le plus grand fera 40 mètres, non pas 40 pieds, mais 40 mètres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Monsieur, 40 pieds, ça fait 12 mètres, si je me trompe pas, à peu près. 12 mètres et 40 mètres, ça fait un paquet de pieds, quoi. Je ne sais pas combien, mais ça en fait beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant dans la route du Rhum, c'est qu'on va rencontrer, c'est la grande fête de la voile finalement, où il y a des bateaux qui sont très, très rapides, mais difficiles à manier, des 40 pieds qui vont être très nombreux, où il y aura une bagarre au niveau sportif, ça va être vraiment intéressant. Mais toujours solitaire, toujours. Tous les bateaux en solitaire. Voilà, Et puis il y a une classe, notamment la classe Rhum, où il y a finalement tous les bateaux qui flottent, qui sont ou en tout cas qu'on croit capables de traverser l'Atlantique, qui vont se lancer dans la nature. Et il y a 85 coureurs qui vont faire cette route du Rhum, donc 85 belles histoires. Ce sera le 2 novembre, le départ de Saint-Malo. Ouais. Et dans les partenaires que vous avez trouvés, c'est plutôt bien tombé parce que vous avez trouvé une entreprise gardoise qui est l'entreprise Bastide. Et on va écouter Vincent Bastide parce que lui, quand vous lui avez parlé voile, il a tout de suite vu le lien avec son entreprise. Il se trouve que le groupe Bastide, ayant pris la décision de s'investir fortement dans le dépistage et l'appareillage de l'apnée du sommeil, je me suis dit qu'effectivement il y avait des synergies entre les besoins d'un navigateur qui va disputer une compétition de plusieurs jours et de plusieurs nuits et les compétences finalement du groupe Bastide qui pouvaient être mises à disposition de ce navigateur, de ce sportif. Donc c'est comme ça que finalement l'opportunité s'est créée par une mise en relation. J'ai rencontré Quito, le contact est très très bien passé spontanément, donc nous avons pris l'initiative de l'accompagner dans cette compétition qui est la route du Rhum. J'avais assez rapidement identifié que le sommeil pour les navigateurs était un point structurant, pouvait avoir beaucoup d'influence. Je crois que d'ailleurs Quito a eu quelques expériences par le passé qui ont pu être parfois difficiles dans ce domaine et c'est pour ça que je me suis dit que le fait d'intervenir nous en tant que prestataires de santé et de mettre à disposition les compétences des médecins qui nous font confiance et qui nous accompagnent pouvait être un point intéressant dans le cadre de ce projet sportif. Le sommeil, c'est une des clés de la réussite quand on fait de la course en solitaire? C'est une clé incontournable de la course en solitaire, parce qu'effectivement, sur nos bateaux, on ne dort pas beaucoup. Par contre, il faut dormir, on ne peut pas passer 15 jours sans dormir. Et il faut par contre surveiller beaucoup de choses. Il y a énormément de dangers sur le parcours. Et donc il faut gérer ce truc-là. On sait qu'il faut dormir par des périodes très très courtes et dormir le possible. C'est 10 minutes, 20 minutes, quelquefois 5. Et quand tout va bien, on arrive à faire 1 heure d'affilée, mais jamais plus. Donc c'est vrai que ça paraît compliqué vu de l'extérieur, c'est des questions qui reviennent très, très couramment quand on parle de ces courses et quand on parle d'extrême, le sommeil vient en premier parce que ça paraît vraiment un truc très difficile. Et il va te mettre des trucs, des électrodes. Oui, alors justement on va en parler parce que avec Bastide on va faire une étude sur le sommeil, ça a déjà commencé. Alors je suis pas venu au jour ce soir là, avec mes électrodes parce que c'est vrai que c'est pas très heureux, mais on fait on essaye de mesurer finalement mes rythmes de sommeil. Voilà, c'est des trucs à peu près aussi gros que ça. Exactement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Bertrand Lagesclé, qui est médecin spécialiste du sommeil au centre d'Annecy. Il va nous expliquer comment il va intervenir auprès de Quito de Pavant. Un navigateur culpabilise beaucoup lorsqu'il va dormir parce qu'il laisse son bateau tout seul, notamment quand il est en solitaire. Et donc il va effectivement courir un risque de se mettre en dette de sommeil. Et la dette de sommeil, ça provoque moins de fraîcheur physique, moins de fraîcheur psychique et donc un risque aussi de ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, c'est-à-dire qu'on va dormir on va s'endormir 10 minutes et en fait on va dormir 4 heures de suite ou alors on va rentrer
rentrer dans un processus dangereux qui sont les hallucinations. Les hallucinations, c'est une période pendant laquelle on voit des choses un peu bizarres autour du bateau ou sur le bateau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient, par exemple, des équipiers qui ont l'habitude de naviguer, ils voient tout d'un coup leur équipier et il leur dit prends la barre, moi je vais me coucher, alors qu'il n'y a personne. On va lui étudier son sommeil donc à terre, bien sûr, en mer, et pour voir quels sont les bons horaires de sommeil pour rentrer dans le sommeil réparateur tout de suite. Il ne s'agit pas de transformer en fait le navigateur en fonctionnaire du sommeil, vous voyez, lui dire voilà il faut dormir de telle heure à telle heure. Non, il s'agit de lui donner des plages horaires dans lesquelles il va pouvoir se coucher. Mettons qu'on lui donne une plage horaire d'une heure, et s'il a besoin de faire 20 minutes, eh bien, il va puiser 20 minutes dans cette heure pour normalement rentrer très vite en sommeil réparateur. Alors celui qui a les clés du sommeil, il a dit deux choses importantes. Il a dit que le marin culpabilise quand il va se coucher et que parfois il a des hallucinations. Alors est-ce que vous culpabilisez quand vous allez dormir? Moi ça fait longtemps que je culpabilise plus. Je connais bien l'histoire, donc j'essaie de dormir assez rapidement. Hein. Dès que je prends un départ de course, dès que les conditions sont on va dire acceptables, je vais dormir très peu, mais 5 minutes ou 10 minutes, parce que je sais que c'est super important de pouvoir dormir. Et justement ces hallucinations, tous les coureurs en solitaire en ont eu. Moi j'en ai eu comme tout le monde, et c'est vrai que quand ça t'arrive, tu te dis bon mais là je suis allé trop loin, il faut vraiment que je me repose, sinon ça va pas le faire. Ça devient vraiment dangereux pour tu vois des sirènes. Alors, oui, en fait c'est l'imaginaire qui prend le dessus, parce qu'on est plus capable d'être lucide, on perd complètement sa lucidité, et on imagine, en fait on rêve, on a l'impression d'être réveillé, mais en fait on dort et on rêve en même temps. C'est très particulier. Oui, je crois qu'une fois vous avez parlé à un sac à voile, il me semble. Hein. Oui, voilà. Alors sur les bateaux, quand on avance, il y a des vagues, il y a toujours des trucs qui sont posés sur le pont, des sacs à voile notamment, et on finit par imaginer que le sac à voile c'est une personne, on l'engueule parce qu'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, mais évidemment il ne pourra pas le faire parce que le sac il n'est pas très malin, et il y a des choses vraiment étonnantes qui arrivent, et évidemment il ne faut pas aller jusque là. Et là tu n'as pas bu de rhum, rien? Non, sans boire quoi que ce soit. C'est quoi ton cocktail préféré de rhum? Le rhum, moi c'est le planteur, simplement. Le planteur? Ah bah ouais. C'est important. Donne du rhum à ton homme et tu verras comme il le t'aimera. Hein, c'est ce que te chante Françoise tous les soirs. Voilà, exactement. Alors justement, Françoise, comment c'est votre épouse, comment elle vit le quotidien du navigateur solitaire? Je pense qu'il y a des. Bon, c'est à elle qu'il faudrait lui poser la question, mais globalement, je pense que ça s'est installé dans notre vie. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. C'est elle qui m'a poussé à faire ça parce que j'avais toujours justement culpabilisé moi de faire ces histoires-là, parce que c'est évidemment très chronophage, énergivore, et quand on a 5 enfants comme moi, c'était pas toujours simple. Et c'est elle qui m'a poussé à le faire il y a 20 ans. Et je crois qu'elle le vit très bien parce qu'elle sait que j'en ai vraiment besoin, c'est vital même. Voilà, donc elle vit avec sans doute quelques moments de stress. Je sais que pendant les courses, elle sépare jamais de son téléphone, et quand elle voit le numéro du bateau s'afficher, elle a toujours un moment de panique. Alors j'essaye de téléphoner de temps en temps quand tout va bien. Il y a 5 enfants. Pas que quand vous êtes en galère, c'est ça? Pas que quand il y a des drames. Il y a 5 enfants quand même. Et oui. Et alors ils font de la voile, les 5? Alors ils en font, oui, ils en ont tous fait un petit peu, mais il y en a qu'un sur les 5 qui fait ça. Voilà, Hugo, j'ai vu ça. Absolument. Qui fait ça, qui aimerait bien marcher sur les traces de son père. Et papa est d'accord, va en mer, mon fils. Oui, je suis d'accord, mais il se débrouille, il est autonome, donc voilà, il vit sa vie. Alors, de marin qui n'est pas facile. On a raconté l'histoire un peu de comment vous êtes arrivé à rebâtir un projet, une équipe, parce que vous avez récupéré auprès de vous les gens qui travaillaient sur le projet de Groupe Bell. On a parlé de Bastide, on a parlé de Little Marcel, qui est vraiment, alors vous ne pouviez pas trouver plus local, puisque c'est vraiment une entreprise du Gros du Roi, un peu au Gros du Roi, par un ancien pêcheur, donc en plus qui connaît parfaitement l'élément dans lequel vous naviguez. Et puis il vous fallait, on va dire, outre cet équipementier médical, un autre partenaire un peu fort. Vous l'avez trouvé avec une boîte qui est installée à Toulouse, qui s'appelle HBF, qui fabrique plein de choses dans la domotique. Et lui aussi, finalement, c'est un voisin. On l'écoute.
on a estimé qu'au niveau des sports, la voile restait quelque chose de très sain, de très propre. On ne parle pas tellement de dopage au niveau de la voile, même quand on navigue en solitaire. Et ça, c'est quelque chose qui correspond aussi un peu à l'image du groupe, je crois. Et puis, je connais bien Quito depuis un certain nombre d'années. Et on apprécie son dynamisme, son courage aussi, et on en a parlé un petit peu en équipe. Ça s'est fait d'une manière tout à fait naturelle. J'ai appelé Quito et je lui ai dit, écoute, je crois qu'il faut que tu partes parce que tu peux compter sur nous. Tu as le groupe derrière toi et il faut y aller, quoi. Donc on a démarré tous les deux. Et puis ensuite, on a eu la chance d'avoir Vincent Bastide qui nous a rejoints. Et puis Little Marcel. On a bouclé la boucle. Et je crois qu'on va vivre une vraie belle aventure. Alors visiblement, ce qui est intéressant dans le groupe de partenaires que vous avez monté, c'est que tous n'ont pas fait qu'un investissement. Ils ont envie de vivre l'aventure avec vous, ils sont tous en prise avec, même si, pour prendre Vincent Bastide, la voile, c'était pas un milieu qu'ils connaissaient particulièrement, mais tous, ils ont envie de vivre ce moment-là auprès de vous, même s'ils ne pourront pas vous accompagner. Oui, je crois qu'ils vont partager. Alors on apprend à se connaître, évidemment, on ne se connaissait pas il y a quelques semaines, donc on apprend à se connaître. Demain, je serai à Paris à la convention de Bastide Médical, donc il y aura finalement tout cadre de l'entreprise. Moi, je vais apprendre aussi à me mêler à eux et leur expliquer ce qui va se passer, comment ils vont pouvoir suivre cette aventure. Chez HBF, c'est la même histoire. Je vais aller à Toulouse pour présenter donc le projet à tous les salariés, à la municipalité d'Autorive, parce qu'ils ne seront pas à Toulouse, mais juste à côté. Mais je crois que tout de suite, ça s'est bien passé. On sent qu'il y a une bonne synergie qui se met en place. Et puis surtout, je pense qu'ils ont envie d'aller plus loin, de ne pas faire juste la route du Rhum, mais rentrer dans une vraie histoire à construire ensemble. Et j'espère que la route du Rhum va bien se passer, qu'ils vont apprécier et qu'on pourra monter un autre projet. On a déjà évoqué d'ailleurs la possibilité d'aller sur le Vendée Globe. Oui. Et on imagine déjà avec notre projet Made in Midi, avec les entreprises Made in Midi, plus ces 3 entreprises qui vont faire la route du Rhum, de monter un gros projet Vendée Globe, parce que je pense que le Vendée Globe, il n'y a pas plus belle vitrine pour les entreprises de notre région. C'est On the Rhum Again. Exactement. C'est joli, ça, son entreprise qu'il a montée. On the Rhum Again. Oui. Cette route du Rhum, quand on aborde une course en solitaire à la voile, on peut se dire j'y vais pour la gagner, comme on fait un match de foot et on dit ce soir c'est la finale, il faut qu'on gagne. Là, on peut avoir ce type de démarche où complètement. Là, j'y vais pour gagner. Alors, je vais pas gagner, je vais pas être le premier à arriver en Guadeloupe, mais on vise la victoire en 40 pieds. Alors, faut savoir que sur la route du Rhum, il y a 5 catégories. Donc, il y a 5 courses en une. Il y a les grands multicoques, il y en a 7. Qui arrivent en combien qui vont arriver en un peu plus d'une semaine. Je crois que le record, c'est 7 jours. Ouais. Il y a 4 ans, je crois que c'est Franck Camas qui avait mis 9 jours. Mais bon, ça va être dans ces temps-là, ça va dépendre évidemment de la météo. Nous, on va mettre exactement le double de temps, mais la bagarre va être belle. Il y a 40 pieds, donc 40 bateaux à battre. On sera sans doute moins médiatisé quand même que Grand Multicoque, parce que les médias, et vous le savez très bien, s'intéressent au sensationnel plus, mais je pense qu'au niveau sportif, il va y avoir une belle bagarre en 40 pieds. Et je crois que moi j'y vais pour la gagne. Je sais que j'ai un super bateau. C'est la 10e en plus. C'est la 10e édition, je crois qu'il y a une belle bagarre, mais comme je disais, il va y avoir 85 belles histoires à suivre et à raconter. Mais nous, on va le suivre de près, puisqu'on y est un peu quelque part. J'allais venir, parce que Quito parlait des médias, et localement, on est quelques médias à avoir voulu s'associer auprès de Quito pour suivre son aventure, parce que voilà, ce qu'il a fait avec Groupe Bell, ça nous avait beaucoup interpellé. Qu'il arrive à relancer un projet dans la conjoncture actuelle, c'est déjà un sacré tour de force, je trouve. Et puis moi, je voudrais rajouter aussi un truc qui me tient à cœur, c'est que moi j'ai monté ce projet-là, Made in Midi, pas tellement pour mes histoires à moi, mais surtout pour redynamiser la voile dans la région. C'est super important. Je sais qu'il y a plein de talents, il y a plein de jeunes qui font de la voile, notamment ici à Moulo-Carnon, il y a un vivier de jeunes qui vont super bien. Et l'idée, c'est vraiment de dynamiser, d'impliquer les entreprises dans cette discipline, dans le sport, et faire en sorte que pour les jeunes qui vont prendre le relais demain ou après-demain, ça soit plus facile de finalement vivre ces aventures-là. Écoutez, pour les vivre,
il y a 3 partenaires médias, c'est France Bleu Héros, c'est Midi Libre et c'est nous, entre autres, parce qu'il y en a d'autres. Ce sera à partir du 2 novembre, départ de Saint-Malo, arrivée à Pointe-à-Pitre. Grosso modo, quoi, 12-15 jours après à peu près? Oui, c'est ça, entre 15 et 20 jours. Entre 15 et 20 jours. Et puis, nous, on sera présents à vos côtés durant toute cette course. On va encore reparler de cette route du Rhum avec Quito de Pavan jusqu'au départ pour le convoyage, parce qu'il faut amener le bateau à Saint-Malo. Oui, et puis l'aventure a commencé il y a déjà quelques semaines. Et j'ai ma dernière coquine quand même. Allez, la dernière. Allez. Alors, coquine à double sens. Quand une sirène te réveille, tu penses à ton mât ou c'est le coup de barre? Voilà, c'était une petite double sens. Merci. Eh ben, écoutez, on se quitte avec le rire de Quito et on espère qu'on se retrouve après votre arrivée à Pointe-à-Pitre pour parler de vos beaux résultats. Merci beaucoup et bon vent.